Dans le silence de la nuit, le dernier trait de pinceau d'une petite fille sur son dessin marquait le début douloureux du chemin de guérison de sa famille après la trahison. Ensemble, ils feraient face à l'avenir, incertain mais plein d'espoir. La trahison de Victor planait toujours, lourde et inexprimée, tandis que Georges jurait « Nous ferons en sorte qu'il ne nous fasse plus jamais de mal ». Mais les ombres de leur passé les hantaient, dans les rêves et les regrets. Pouvaient-ils réellement guérir, ou la colère de Victor détruirait-elle tout ce qu'ils avaient lutté pour reconstruire? Avant de poursuivre cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Epic Story Moment. Activez la cloche de notification maintenant pour ne jamais manquer une histoire incroyable. Rejoignez notre communauté en aimant, partageant et commentant pour continuer à faire venir ces histoires émouvantes. Et dites-nous, d'où vous regardez, nous adorons nous connecter avec vous tous. Le soleil traversait la grande fenêtre du salon des Jenkins, inondant la table du petit déjeuner d'une lumière dorée. George Jenkins, un homme grand aux yeux bienveillants et au sourire facile, tendit un bol de brouillé à sa femme, Sarah. Ses gestes étaient gracieux et efficaces, témoins de longues années passées à jongler avec les exigences de la vie familiale. Leur fille de 8 ans, Andrea, était assise à la tête de la table, ses jambes se balançant joyeusement sous la chaise. « Papa, on pourrait faire des pancakes samedi prochain ?» Ceux avec les pépites de chocolat, demanda Andrea, les yeux pétillants d'excitation en regardant son père. Georges éclata de rire et ébouriffa tendrement ses cheveux. « Bien sûr, ma petite artiste. Les pancakes du samedi, c'est une tradition sacrée. » Andrea sourit de toutes ses dents, sortant un dessin de sous sa chaise. « J'ai fait ça pour que tu l'emportes en voyage, » dit-elle fièrement en tendant son œuvre. « C'est toi, maman et moi au parc. » Georges prit le dessin avec une exagération théâtrale, affichant un air de grande admiration. « C'est incroyable, Andrea. Il ira directement sur le mur de mon bureau, » déclara-t-il avant de déposer un baiser sur son front. La fierté gonfla la poitrine de la petite fille, tandis que le surnom « petit artiste » réchauffait son cœur. Plus tard ce matin-là, tandis que Georges préparait sa valise, il vérifia une dernière fois son itinéraire. « Je devrais être de retour vendredi soir, » dit-il en fermant la fermeture éclair. « Ne faites pas trop de bêtises sans moi, » ajouta-t-il avec un clin d'œil, sa voix légère. Sarah sourit doucement, son calme habituel intact. « On essayera, mais je ne promets rien. Appelle-moi quand tu arrives, d'accord ? » « Je le ferai, » assura Georges. Puis, il s'accroupit à la hauteur d'Andrea, sa voix devenant plus douce. « Sois sage avec maman, d'accord ? Je te verrai samedi matin avec les pancakes. » Andrea enroula ses petits bras autour de son cou. « Tu vas me manquer, papa. »« Tu vas me manquer aussi, ma puce, » répondit Georges avec chaleur avant de se lever et de prendre sa valise. Il fit un dernier signe de la main avant de passer la porte, laissant la maison dans une routine familière et réconfortante. Au début, tout semblait normal. Ce soir-là, Georges appela depuis sa chambre d'hôtel, sa voix enjouée mais pressée. « Je viens d'arriver à l'hôtel, » dit-il. « Je t'appelle demain après les réunions. » Le lendemain, Sarah lui envoya un message pendant le cours de ballet d'Andrea pour lui demander comment se passait sa journée. Les heures passèrent sans réponse. Quand Georges finit par répondre, ce fut par un message bref, occupé. Tout va bien. Ce n'était pas son genre. Georges était habituellement attentif, trouvant toujours un moment pour donner des nouvelles, même dans un emploi du temps chargé. Sarah essaya de l'appeler plus tard ce soir-là, mais son appel bascula directement sur la messagerie vocale. Elle se persuada que c'était juste le stress du travail, repoussant l'inquiétude qui montait en elle. Jeudi, les messages et appels de Georges devinrent sporadiques. Sarah ne pouvait plus ignorer le nœud grandissant dans sa poitrine, mais elle décida de ne pas y penser pour préserver Andrea. Vendredi matin, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait surprit Sarah alors qu'elle se tenait dans la cuisine. « Georges » appela-t-elle en s'avançant dans le couloir. « Surprise » répondit Georges, debout dans l'encadrement de la porte, sa valise à la main. Son sourire était là, mais quelque chose semblait étrange. « Papa ! Tu es rentré tôt » s'écria Andrea en dévalant les escaliers et en se jetant dans ses bras. Georges la serra contre lui, mais l'étreinte manquait de sa chaleur habituelle.
Tu m'as manqué, gamine, dit-il, sa voix plate, presque mécanique. Sarah l'observa, le regard inquiet. Tout va bien? Tu n'étais pas censé rentrer avant ce soir. Il haussa les épaules, évitant son regard. Les réunions ont fini plus tôt. J'ai préféré rentrer plus tôt que de rester dans une chambre d'hôtel. Au dîner, Sarah remarqua d'autres étrangetés. Georges semblait distant, presque absent. Andrea, impatiente pour l'heure du coucher, demanda joyeusement « Papa, tu me lis mon histoire du soir? Celle du renard et de la lune ?» Georges hésita avant d'acquiescer. « Bien sûr, Andrea. » Plus tard, quand Andrea lui tendit le livre, Georges feuilleta les pages avec un froncement de sourcils. « C'était laquelle, déjà ?» Andrea pencha la tête, perplexe. « Celle que tu me lis toujours. » « Tu t'en souviens, non ?» Georges força un rire. « Bien sûr que je m'en souviens. »« Je te testais juste, » dit-il rapidement en trouvant la page. Andrea semblait dubitative, mais elle n'insista pas. Ce soir-là, Sarah sentit encore plus nettement l'étrangeté. Lui tendant une tasse de thé, elle lança avec légèreté « Tu nous surprends aujourd'hui, rentrez tôt, oubliez l'histoire d'Andrea. » Georges se figea une fraction de seconde avant d'afficher un sourire crispé. « Je suppose que je suis juste fatiguée par tous ces voyages. » Sarah hocha la tête, mais son inquiétude s'intensifia. Pendant ce temps, Andrea, incapable de dormir, descendit sur la pointe des pieds pour prendre un verre d'eau. En passant près du salon, elle s'arrêta net. Georges était debout près de la cheminée, fixant une photo de famille, un cliché d'eux trois souriant au parc l'été dernier. Mais son expression n'était pas tendre. Elle était froide, calculatrice, distante. Le cœur d'Andrea battait à tout rompre lorsqu'elle l'entendit murmurer à voix basse, « Bientôt. » Terrifiée, elle remonta précipitamment, son petit corps tremblant sous sa couverture. Quelque chose chez son père était terriblement différent. La douce lumière dorée du soleil filtrait à travers les fenêtres de la maison des Jenkins, enveloppant tout d'une lueur chaleureuse. Mais cette chaleur ne reflétait pas l'atmosphère froide et pesante qui s'était installée au sein de la famille. « Je ne mange plus vraiment ce genre de choses », déclara Georges d'une voix plate, repoussant son assiette. Son ton détaché était difficile à ignorer. Sarah cligna des yeux, le regard rempli d'incompréhension. « Mais tu adores les œufs et le pain grillé », répondit-elle, tentant de garder une voix légère, presque enjouée, comme si elle espérait ramener l'homme qu'il était autrefois. Georges haussa les épaules sans la regarder. « Plus maintenant. » De l'autre côté de la table, leur jeune fille Andrea fronça les sourcils, ses grands yeux bruns passant de son père à sa mère. « Est-ce que tu aimes encore les pancakes, papa ?» demanda-t-elle doucement, sa petite voix rompant la tension grandissante. Georges garda les yeux fixés sur le journal qu'il tenait. « Ne parlons pas de pancakes, » répondit-il sèchement en tournant une page avec une brusquerie inutile. On devrait se concentrer sur l'avenir au lieu de s'accrocher à des traditions stupides. Le visage d'Andrea s'assombrit, et le cœur de Sarah se serra pour elle. Les pancakes n'étaient pas qu'un simple plat dans leur foyer, ils représentaient un rituel, un symbole de leur unité. Le ton désinvolte de Georges semblait briser délibérément les fondations de leur famille. Plus tard dans la journée, Sarah passa devant le bureau de Georges et remarqua que la porte était fermée, un fait inhabituel. Georges ne fermait jamais sa porte, surtout pas le week-end. Elle hésita avant de frapper doucement. « Georges ? Tout va bien ?» Un silence suivit, puis sa voix étouffée répondit « Je suis occupée. Je sortirai dans un moment. » La main de Sarah resta un instant sur la poignée tandis qu'elle entendait sa voix grave et sérieuse à l'intérieur. « Non, c'est trop tôt. J'ai besoin de plus de temps. Je vais régler ça, » disait-il avec une urgence palpable. Son cœur se serra tandis qu'elle s'éloignait. Que cachait-il ? Ces changements étaient encore plus difficiles pour Andrea, qui regrettait les petites choses, les surnoms affectueux de son père, les histoires du soir, et ces étreintes qui lui donnaient l'impression d'être la petite fille la plus en sécurité au monde. Un soir, alors que Georges triait des papiers sur le comptoir de la cuisine, Andrea l'approcha timidement. « Papa », commença-t-elle avec hésitation, serrant son carnet de dessin. « Pourquoi tu ne m'appelles plus ta petite artiste ?
Georges se figea un instant avant de baisser les yeux vers elle. « Quoi ?» demanda-t-il, comme si le surnom lui était étranger. « Tu m'appelais comme ça avant ?» dit-elle, sa voix tremblante. Il força un sourire. « Tu n'es plus si petite, Andrea. Tu grandis. » Andrea hocha lentement la tête, pressant ses lèvres en une fine ligne. Mais au fond d'elle, elle ne se sentait pas grandir. Elle avait l'impression de rétrécir, perdue dans la distance croissante entre elle et son père. Le samedi suivant, Sarah décida de raviver une vieille tradition. Se levant tôt, elle prépara une pile de pancakes moelleux, imaginant le sourire d'Andrea. Quand la table fut prête, Andrea descendit les escaliers, ses yeux s'illuminant. « Maman, tu as fait des pancakes !» s'exclama-t-elle, son visage rayonnant d'excitation. Sarah déposa un baiser sur son front. « Bien sûr. Va réveiller ton papa pour qu'on mange ensemble. » Quelques instants plus tard, Andrea revint, l'air abattu. Papa a dit qu'il n'en voulait pas. Sarah sentit son cœur se serrer. Il a dit ça? Andrea hocha la tête en silence. Les deux mangèrent dans un silence lourd et inconfortable. Les pancakes n'avaient plus le même goût. Quelques jours plus tard, en faisant la lessive, Sarah trouva un reçu froissé dans la poche de la veste de Georges. Sa curiosité se transforma en appréhension lorsqu'elle lut les détails, une boutique de luxe en centre-ville, un collier coûteux, et une robe. Ce soir-là, elle le confronta. « Georges, on peut parler ?» demanda-t-elle alors qu'il se tenait près de l'évier, rinçant sa tasse de café. « Bien sûr », répondit-il sans la regarder. Elle lui montra le reçu. « C'est quoi, ça ?» Il y jeta un bref coup d'œil avant de retourner à l'évier. « Rien. Juste des cadeaux d'affaires pour des clients. »« Des cadeaux d'affaires ?» La voix de Sarah monta légèrement. « Des bijoux et des vêtements ? Ce n'est pas un peu extravagant ?» Georges soupira, posant la tasse avec plus de force que nécessaire. « Est-ce qu'on doit vraiment faire ça maintenant ? Ce n'est rien. Laisse tomber. » Son irritation fit surface. « Tu es si distant ces derniers temps. Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. »« Tu le sais, non ? » ?»« Il n'y a rien, » répondit-il fermement, croisant brièvement son regard avant de s'éloigner. Andrea, elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Un soir, alors que Georges était assis sur le canapé à regarder la télévision, elle s'approcha timidement. « Papa » dit-elle avec hésitation. Il baissa le volume de la télévision. « Qu'est-ce qu'il y a, Andrea ? Pourquoi tu ne viens plus me border le soir ?» Georges soupira en se frottant les tempes. « Tu es assez grande maintenant pour t'endormir toute seule. Tu n'as pas besoin que je te borde. » Les lèvres d'Andrea tremblèrent. « Mais tu le faisais avant. Tu le faisais toujours. »« Eh bien, les choses changent, » répondit-il sèchement en rallumant la télévision. Andrea se coucha ce soir-là, serrant son lapin en peluche, se sentant plus seule que jamais. Un soir, en passant devant le bureau de Georges, Sarah l'entendit au téléphone, sa voix basse mais insistante. « Écoute, » disait-il. « J'ai tout sous contrôle. On a juste besoin d'un peu plus de temps. Je m'en occupe. » Sarah pressa son oreille contre la porte, le cœur battant à tout rompre. « Oui, oui, » poursuivait Georges. « Une fois que tout sera finalisé, on aura ce qu'il faut. Il suffit d'attendre. » Ce soir-là, allongée dans leur lit, Sarah tenta de prendre la main de Georges, désespérée de combler le fossé qui grandissait entre eux. Mais il la retira, murmurant « Ça ne fonctionne pas », avant de se tourner vers le mur. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah alors qu'elle fixait le plafond, ressentant une certitude terrible. Quelque chose n'allait vraiment pas. La douce lumière d'une lampe de chevet éclairait faiblement la chambre de Sarah, tandis qu'Andrea s'accrochait à elle, ses larmes trempant l'épaule de sa mère. « Ma chérie », murmura Sarah, essayant de paraître rassurante malgré le poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. « Papa traverse quelque chose. Je vais arranger ça, d'accord ?» Le petit corps d'Andrea tremblait alors qu'elle enfouissait son visage plus profondément dans l'étreinte de Sarah. « Je n'aime pas ça, maman », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je veux juste retrouver mon vrai papa. » Sarah caressa doucement les cheveux de sa fille,
ses propres pensées reflétant les désirs d'Andrea. La maison était devenue plus froide, plus distante, tout comme Georges. Ce soir-là, après qu'Andrea se soit finalement endormie d'un sommeil agité, Sarah se retrouva dans la cuisine, essuyant distraitement le comptoir. Ses yeux tombèrent sur le sac de travail de Georges, abandonné près du bord. Il était monté précipitamment à l'étage, le laissant derrière lui. Quelque chose dans le sac attira son attention. Elle hésita, sa main suspendue au-dessus de la fermeture éclair. « C'est juste pour ranger », se dit-elle, tout en l'ouvrant délicatement. Parmi les papiers et dossiers soigneusement empilés, un objet inhabituel attira son regard, un flacon de parfum élégant. Ce n'était pas le parfum boisé que Georges portait toujours, celui qu'elle aimait et associait à lui. Celui-ci était intense, musqué, et complètement différent. Les doigts de Sarah se crispèrent autour du flacon, son estomac se nouant. « C'est pour lui, ou pour quelqu'un d'autre ?» murmura-t-elle, des questions tourbillonnant dans son esprit. Elle remit le flacon dans le sac et referma la fermeture éclair, le cœur lourd. Le lendemain soir, la résolution de Sarah s'affermit. Après avoir couché Andrea, elle s'installa dans le salon, le reçu qu'elle avait trouvé plutôt serré dans sa main. Lorsque Georges rentra enfin, sa veste sur l'épaule, Sarah se leva. Sa voix était ferme, mais son cœur battait à tout rompre. « Georges, dit-elle d'un ton décidé, il faut qu'on parle. » Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. « Ça peut attendre ? J'ai eu une longue journée. » « Non, ça ne peut pas. » Sarah leva le reçu. « J'ai trouvé ça. Et ce parfum dans ton sac. Qu'est-ce qui se passe ?» Les yeux de Georges tombèrent sur le reçu, mais son visage resta impassible. « Je t'ai déjà dit, Sarah. Ce sont des cadeaux d'affaires. »« Pour qui ?» exigea-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Ce n'est pas pour moi. Et ce parfum, ce n'est même pas ton odeur habituelle. Tu détestes les parfums musqués. » Georges soupira, ses épaules s'affaissant. « Sarah, tu te fais des idées. Ce n'est rien d'autre que du travail. Tu ne comprendrais pas. Alors aide-moi à comprendre. » La voix de Sarah se brisa sous le poids de sa frustration. « Tu es distant, froid. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Andrea le ressent aussi, elle m'a dit qu'elle ne te reconnaît même plus. Qu'est-ce qui se passe, Georges ?» Georges passa une main dans ses cheveux, visiblement agacé. « Je suis fatigué, Sarah. Je n'ai pas le temps pour ça. »« Tu n'as pas le temps ?» La voix de Sarah se teinta de désespoir. « Tu n'as plus de temps pour ta famille ? Pour ta femme et ta fille ? S'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, Georges, c'est le moment. » Un long moment, Georges la regarda, son expression se durcissant. Puis, enfin, il parla. « Très bien. Tu veux la vérité ? Ça ne fonctionne plus. Nous ne sommes plus les mêmes, Sarah. C'est mieux pour tout le monde si on passe à autre chose. » Sarah se figea, sa respiration se bloquant dans sa gorge. « Passer à autre chose » répéta-t-elle, à peine capable de prononcer les mots. « Tu es en train de dire que tu veux divorcer ?» « Oui » répondit Georges sans détour. « J'y réfléchis depuis un moment. Il est temps de mettre fin à tout ça. » Le cœur de Sarah se brisa. « Georges, comment peux-tu dire ça ? Et Andrea ? Et nous ? On trouvera une solution pour Andrea, dit-il froidement. Mais ce mariage est terminé. » En passant devant elle pour monter à l'étage, Georges laissa Sarah s'effondrer sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. À l'étage, Andrea était éveillée, incapable de dormir. Entendant les éclats de voix étouffés, elle se glissa au sommet des escaliers et regarda en bas. Son cœur se brisa en voyant sa mère pleurer sur le canapé. Silencieusement, Andrea descendit les escaliers et s'assit à côté de Sarah. « Maman » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ça va ?» Sarah essuya ses larmes, forçant un faible sourire. « Ça va, mon cœur. » Andrea se blottit contre elle, serrant son bras. « Je ne veux pas te quitter, maman. S'il te plaît, ne laisse pas papa m'emmener. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Sarah, et elle serra sa fille contre elle.
Je ne te laisserai pas partir, ma chérie. Je te le promets. La maison semblait plus vide le lendemain. Georges évitait Sarah et Andrea, se réfugiant dans son bureau ou disparaissant pendant des heures. Cette nuit-là, Andrea se réveilla, assoiffée, et descendit chercher un verre d'eau. En passant devant le bureau de Georges, elle entendit sa voix, basse et conspiratrice. « Non, c'est presque fini, disait-il. Une fois le divorce finalisé, l'argent sera à nous. » Andrea se figea, ses petites mains serrant la rampe de l'escalier. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle écoutait. « Oui, j'ai tout prévu, » poursuivit Georges. Elle ne se doute de rien. Encore un peu de temps, et ce sera réglé. Des larmes piquèrent les yeux d'Andrea alors qu'elle remontait silencieusement à l'étage. Se glissant dans son lit, elle serra son lapin en peluche contre elle. « Ce n'est pas mon papa, » murmura-t-elle. « Mon vrai papa ne parlerait jamais comme ça. » Andrea était assise sur son lit, jouant avec le bracelet que son père lui avait offert. Sa surface brillante captait la lumière tamisée, mais pour elle, il semblait froid et étranger, tout comme l'homme qui le lui avait donné. « Je veux juste que tu sois heureuse, » avait-il dit, d'un ton léger et artificiel. « Ta maman est un peu bouleversée en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser. Ce week-end, peut-être qu'on ira au parc aquatique dont tu parles tout le temps. » Andrea avait hoché la tête, serrant le bracelet comme s'il pouvait la rassurer. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistante la rongeait. Les mots semblaient gentils, mais ils ne sonnaient pas vrais. Il ne ressemblait pas à son père. Alors que la première audience pour la garde approchait, Sarah passait de longues nuits dans sa chambre, examinant les preuves qu'elle et son avocate, Linda, avaient méticuleusement rassemblées. Le poids de ce qui l'attendait était écrasant. Linda l'avait rassuré que c'était à Georges de prouver ses arguments, mais l'idée de se retrouver face à l'homme qu'elle avait autrefois aimé dans une salle d'audience la terrifiait. La salle d'audience était un espace imposant, avec ses hauts plafonds et ses rangées de bancs en bois. Sarah était assise à côté de Linda, serrant ses mains nerveusement sur ses genoux. De l'autre côté de la pièce, Georges était installé avec assurance aux côtés de son avocat, hochant la tête de temps en temps comme s'il n'avait rien à craindre. Son attitude était calme, presque arrogante, tandis que son avocat le décrivait comme un père idéal. Monsieur Jenkins a fourni un environnement aimant et stable pour sa fille, déclara l'avocat d'un ton suave. Il a veillé à répondre aux besoins d'Andrea, malgré les turbulences émotionnelles au sein du foyer. Le cœur de Sarah se serra en entendant ces mots qui lui semblaient tranchants. L'avocat poursuivit, de son côté, Madame Jenkins a, de façon compréhensible, eu du mal à s'adapter. Cependant, son chagrin a affecté sa capacité à offrir la stabilité dont Andrea a besoin. Linda se pencha et murmura, « Reste calme. Laisse-moi m'en occuper. » Quand ce fut au tour de Linda de parler, elle se leva avec une confiance tranquille. « Votre honneur, ma cliente, Madame Jenkins, a toujours été une mère dévouée qui a placé le bien-être de sa fille en priorité. En revanche, le comportement récent de Monsieur Jenkins soulève de graves préoccupations. Il s'est montré secret, manipulateur, et peu attentif aux besoins émotionnels d'Andrea ainsi qu'à ses responsabilités parentales. » Linda présenta les preuves, des reçus pour des achats extravagants, des messages textes, et le témoignage de Sarah sur le changement soudain de comportement de Georges. Le juge écoutait attentivement, son expression neutre. Pendant la pause, Sarah et Andrea étaient assises dans le couloir, juste devant la salle d'audience. Andrea s'accrochait au bras de sa mère, sa tête reposant sur son épaule. « Maman, » dit Andrea doucement, « papa n'est plus comme avant. Il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. » Sarah fronça les sourcils, caressant doucement les cheveux de sa fille. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon cœur ?» Andrea hésita, jouant nerveusement avec le bracelet. Il a parlé du parapluie rouge à la maison de plage, mais il n'était pas là. Il était en voyage quand nous y sommes allés. Le ventre de Sarah se noua. « Tu es sûr qu'il en a parlé ?» Andrea hocha la tête gravement. Il a dit que c'était joli avec l'océan en arrière-plan. Mais il n'y avait que toi et moi pour le voir. L'esprit de Sarah s'emballa. Comment Georges pouvait-il savoir pour le parapluie? Elle repensa au message qu'elle avait trouvé. « Garde-la occupée. » On y est presque.
Que planifiait-il? De retour dans la salle d'audience, l'avocat de George continua de suggérer subtilement que le chagrin de Sarah la rendait surprotectrice et instable. Sarah serra les poings sous la table, s'efforçant de rester calme. Soudain, Andrea se leva, sa petite voix brisant la tension dans la pièce. « Ce n'est pas mon papa. » La salle d'audience plongea dans le silence. Tous les regards se tournèrent vers Andrea, qui se tenait au milieu de l'allée, les poings serrés. « Que as-tu dit ?» demanda le juge d'un ton doux mais ferme. Andrea fixa le juge du regard. « Ce n'est pas mon papa » répéta-t-elle, sa voix plus assurée maintenant. « Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. » Le juge se pencha en avant, mesurant ses mots. « Andrea, peux-tu expliquer ce que tu veux dire? Pourquoi penses-tu que cet homme n'est pas ton père ?» Andrea jeta un coup d'œil à Sarah, qui lui adressa un sourire encourageant. Prenant une profonde inspiration, Andrea dit, « Il n'agit plus comme papa. Il m'appelle la petite fille. Mon vrai papa m'appelait toujours sa petite artiste. » Des murmures parcoururent la salle d'audience, et le juge frappa son marteau pour rétablir l'ordre. « Continue, Andrea. Quoi d'autre te fait penser cela ?» Andrea jouait nerveusement avec ses mains, sa voix tremblant. « Je l'ai entendu au téléphone une nuit. Il disait quelque chose à propos de l'argent, et que tout irait bien une fois que ce serait fini. Et il ne ressemble pas à papa. Il est méchant maintenant, et il ne se soucie pas de moi ou de maman. » Le juge regarda George, dont la mâchoire était crispée et les poings serrés. « Monsieur Jenkins, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» George se leva brusquement, sa voix tranchante. « Ce n'est qu'une enfant. Elle est confuse. J'ai tout fait pour elle, et voilà comment je suis traité? C'est absurde. » Le juge leva la main pour le faire taire. « Asseyez-vous, monsieur Jenkins. Nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. » Se tournant vers Andrea, le juge demanda doucement, « Andrea, as-tu entendu autre chose? Quelque chose de précis qui t'a marqué ?» Andrea hocha la tête rapidement. Il a dit, « Quand l'argent sera à nous, tout sera fini. » La salle d'audience éclata en murmures alors que Sarah serrait Andrea dans ses bras, chuchotant, « Tu es tellement courageuse, mon cœur. » Le juge se pencha sur son siège, son visage impassible. Étant donné la gravité de ces allégations, j'ordonne un test ADN immédiat pour confirmer l'identité de monsieur Jenkins. L'homme, ou celui qui prétendait être George, blêmit. « C'est ridicule, lança-t-il. Je suis son père. Il n'y a pas besoin de ça. » « Alors vous n'avez rien à craindre, répondit sèchement le juge. En attendant les résultats, je place monsieur Jenkins en détention temporaire pour interrogatoire. Lorsque les résultats ADN furent révélés, l'atmosphère était tendue. La voix calme mais autoritaire du juge résonna dans la salle. Ce tribunal a déterminé, sur la base des preuves ADN fournies, que l'homme se faisant passer pour George Jenkins n'est pas le père biologique d'Andrea Jenkins. Sarah sentit le poids de cette révélation s'abattre sur elle comme une vague. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'accrochait au bord de la table, essayant de comprendre la vérité. À côté d'elle, Andrea s'agrippait fermement à son bras, ses grands yeux remplis de peur et de soulagement. De l'autre côté de la pièce, l'homme qu'il croyait être George s'effondra sur sa chaise, son masque de confiance brisé. La salle d'audience plongea dans un silence stupéfiant lorsque le juge prononça le verdict. Sur la base des preuves ADN, ce tribunal détermine que l'homme prétendant être George Jenkins n'est pas le père biologique d'Andrea Jenkins. Le cœur de Sarah s'emballa, son pouls résonnant comme un tambour dans ses oreilles. Les mots résonnaient dans son esprit, chaque syllabe frappant comme un coup de marteau contre la fragile réalité qu'elle s'efforçait de maintenir. De l'autre côté de la salle, l'homme qui avait prétendu être George se leva brusquement, son visage marqué par une indignation furieuse. « C'est absurde, hurla-t-il, sa voix tranchante et instable. Vous vous trompez complètement. Ce test est une erreur. » Le juge leva la main, d'un ton ferme mais calme. « Monsieur Jenkins ou qui que vous soyez, les résultats sont concluants. Vous n'êtes pas le père biologique d'Andrea. » Des murmures parcoururent l'assistance, une vague de stupéfaction et de spéculation. Le regard de l'imposteur balaya la pièce, ses yeux brillants de désespoir. « Vous ne savez pas ce que vous faites,
tonna-t-il, sa voix montant dans un crescendo menaçant. Je suis George Jenkins. J'ai vécu dans cette maison. J'ai subvenu aux besoins de ma famille. Le juge ne broncha pas. Agent, arrêtez-le pour interrogatoire complémentaire, ordonna-t-elle. 2 agents s'approchèrent de l'imposteur, leur mouvement prudent mais déterminé. Il recula d'un pas, son expression passant de la colère à une froide calculatrice. Vous faites une énorme erreur, siffla-t-il d'une voix basse et menaçante. Emmenez-le, ordonna le juge. Alors que les agents l'emmenaient par les bras, l'homme ne résista pas, mais son regard se verrouilla sur Sarah. Ce regard lui glaça le sang, un prédateur évaluant sa proie. Elle serra Andrea contre elle, son instinct maternel rugissant, protégeant sa fille de l'énergie malveillante qui émanait de l'imposteur. Astérisque, astérisque, astérisque. Dans la salle d'interrogatoire stérile et crûment éclairée, l'atmosphère était oppressante. L'homme était affalé sur sa chaise, son visage une impassible expression de défi. Depuis son arrivée, pas un mot n'avait franchi ses lèvres, son silence lançant un défi tacite. En face de lui, le détective principal ajusta un dossier sur la table, son calme dissimulant la tension qui flottait dans l'air. Passons les formalités, commença le détective d'un ton mesuré mais ferme. Nous savons que vous n'êtes pas George Jenkins. Les preuves ADN le confirment. Alors pourquoi ne pas commencer par votre nom? L'homme esquissa un sourire en coin, ses lèvres se recourbant avec un mélange d'arrogance et de mépris. Vous voulez mon nom? Très bien. C'est Victor. Victor Jenkins. La plume du détective s'arrêta en plein mouvement, ses sourcils se fronçant légèrement. Jenkins? Quel est votre lien avec George? Le sourire de Victor s'élargit, ses yeux brillant d'une lueur amère. Nous sommes jumeaux. Vous ne l'aviez pas vu venir, hein? Dans la salle d'observation, le souffle de Sarah se bloqua. Des jumeaux, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Andrea tira sur sa manche, son visage juvénile empreint de confusion. Maman, qu'est-ce qu'il veut dire? Papa a un jumeau? Sarah secoua la tête, sa voix tremblante. Je ne savais pas, ma chérie. Je ne savais pas. Dans la salle d'interrogatoire, le détective insista, son ton inflexible. Pourquoi usurper l'identité de votre frère? Quel était votre motif? Victor se pencha en arrière, croisant les bras avec un rire amer. Un motif? Ce n'est pas évident? George avait tout, la vie parfaite, la famille parfaite, la maison parfaite. Et moi? Je n'avais rien. Rien? Les yeux du détective se plissèrent. Vous dites que George vous a pris quelque chose? Le ton de Victor devint venimeux. Il ne m'a pas juste pris quelque chose. Il m'a tout pris. Quand nos parents ont divorcé, George est resté avec maman. Moi, j'ai été laissé avec papa, un ivrogne, un abuseur, une épave. Pendant que George jouait à la petite famille parfaite, je me battais pour survivre. Le détective resta stoïque, laissant les mots résonner dans l'air. Pendant des années, continua Victor, sa voix chargée d'amertume, je l'ai vu vivre la vie qui aurait dû être la mienne. Moi, je galérais dans des boulots sans avenir pendant qu'il achetait des maisons de plage et ouvrait des comptes pour payer les études de sa fille qui ne le mérite même pas. L'expression du détective ne vacilla pas. Alors, vous avez pensé qu'en prenant sa place, ça réglerait tout? Les lèvres de Victor se tordirent en un sourire cruel. Pas juste régler, ça tout remplacer. Je voulais lui montrer combien c'était facile de prendre ce qui ne vous appartient pas. Je voulais tout, son argent, sa femme, sa fille. Tout. Dans la salle d'observation, les poings de Sarah se serrèrent, une colère et une incrédulité brûlant en elle. Comment a-t-il osé, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Andrea se blottit contre elle. Maman, où est papa? Demanda-t-elle d'une voix petite et tremblante. La voix de Sarah vacilla, mais sa détermination était inébranlable. Nous allons le retrouver, ma chérie. Nous allons le ramener à la maison. L'air était chargé d'incertitude lorsque la petite voix tremblante d'Andrea rompit le silence. Tu crois qu'ils vont le retrouver, maman? Ses grands yeux, remplis de larmes, scrutaient le visage de Sarah, désespérée de trouver une once de réconfort.
Sarah s'agenouilla, ses mains glissant doucement dans les boucles d'Andrea avant de déposer un baiser sur son front. « Oui, ma chérie », murmura-t-elle, sa voix résolue malgré le poids de la peur dans son cœur. « Ils vont le retrouver, et il reviendra à la maison. » Andrea la serra fort contre elle, agrippant le dessin froissé dans lequel elle avait mis tout son cœur. « Ramène papa, s'il te plaît », murmura-t-elle, ses paroles plus proches d'une prière que d'une demande. Au poste de police, la tension était palpable. Un détective entra dans la salle de briefing, tenant un reçu froissé. « Nous avons trouvé ceci parmi les affaires de Victor », annonça-t-il. C'est un reçu de location de voiture qui le place dans une zone isolée à environ 4 heures d'ici. Un autre agent consulta rapidement les données issues du téléphone de Victor. Ce n'est pas tout, il s'est rendu à plusieurs reprises dans une cabane abandonnée au fond des bois. Elle est hors réseau, loin de toute route principale. S'il a retenu Georges quelque part, c'est là-bas. Sans hésitation, une équipe fut formée. Le convoi de véhicules de police s'élança à travers des routes sinueuses, leur urgence perçant la quiétude de la campagne. Pendant ce temps, à la maison, Sarah et Andrea attendaient, chaque seconde s'étirant interminablement. Andrea était recroquevillée sur le canapé, ses petites mains serrant des crayons de couleur alors qu'elle exprimait ses émotions dans un nouveau dessin. Elle le tendit à Sarah, une simple et émouvante image de leur famille se tenant la main, avec ces mots tracés en lettres maladroites mais déterminées, « Reviens, papa ». La cabane se dressait de manière sinistre lorsque l'équipe s'en approcha, ses fenêtres clouées et ses murs usés presque cachés par une végétation envahissante. Une obscurité semblait l'entourer, et le silence était presque oppressant. « À mon signal », murmura le chef d'équipe, faisant un geste aux autres. D'un mouvement rapide, la porte fut défoncée. À l'intérieur, l'odeur de décomposition les assaillit. Les faisceaux des lampes torchées balayèrent les ombres, illuminant l'intérieur délabré. La tension était électrique. « Ici », appela un agent avec urgence. Son cri attira les autres. Une femme aux traits anguleux se figea, prise en flagrant délit alors qu'elle fouillait un sac. Ses yeux s'écarquillèrent de panique avant qu'elle ne se précipite vers la porte arrière. « On a une fugitive », hurla un autre agent, se lançant à sa poursuite. Elle fut plaquée au sol et maîtrisée, hurlant des insultes venimeuses, se débattant avec une fureur vaine. Dans un coin reculé de la cabane, ils trouvèrent Georges. Son corps frêle était affaissé sur une chaise, ses poignets et chevilles marqués par les cordes qui l'avaient retenu. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage creusé par l'épuisement et la malnutrition. « George Jenkins », demanda un agent en s'agenouillant près de lui. Ses lèvres s'entr'ouvrirent faiblement. « Aidez-moi », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Les agents agirent rapidement, le libérant avec soin. « On l'a retrouvé », annonça l'un d'eux à la radio. « Il est vivant, mais il a besoin d'une assistance médicale immédiate. » Alors qu'il le transportait sur une civière, son regard vacillant croisa brièvement celui de la femme maîtrisée. « Qui est-elle » murmura-t-il. Les agents échangèrent des regards gênés mais ne dirent rien de définitif. « On le découvrira », murmura l'un d'eux. « Sortons-vous d'ici d'abord. » À l'hôpital, Sarah et Andrea parcouraient les couloirs stériles en courant, leur cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elles atteignirent la chambre de Georges, Sarah se figea. Son souffle se coupa en le voyant allongé sur le lit, une perfusion au bras, son visage pâle et émacié. Pourtant, lorsque leurs regards se croisèrent, la chaleur dans ses yeux était indéniable. « Papa » cria Andrea, grimpant sur la chaise à côté de lui et l'enlaçant de toutes ses forces. Georges la serra contre lui, les larmes coulant sur ses joues. « Andrea » murmura-t-il, sa voix rauque. « Ma petite artiste. » Sarah s'avança, ses mains tremblantes posées sur sa joue. « Georges » souffla-t-elle. « Tu es à la maison. » Son regard croisa le sien, un mélange de soulagement et de culpabilité obscurcissant son expression. « Je suis tellement désolé, balbutia-t-il. Désolé de vous avoir fait vivre ça, toi et Andrea. » Sarah secoua la tête, ses larmes coulant librement maintenant. « Tu es en vie » dit-elle fermement. « C'est tout ce qui compte. » Andrea se blottit contre lui tandis que Georges commença à raconter son calvaire, sa voix hésitante et chargée de douleur.
Victor m'a tendu une embuscade, dit-il. Il m'a drogué. Quand je me suis réveillée, j'étais dans cette cabane. Victor? La voix de Sarah vacilla, son front se plissant sous la confusion. Georges acquiesça, grimaçant en s'ajustant légèrement. C'est mon frère jumeau, révéla-t-il, ses mots lourds de regret. Je ne t'en ai jamais parlé parce que nous n'avions pas parlé depuis des décennies. Après le divorce de nos parents, nous avons pris des chemins séparés. Il est resté avec papa, et je suis partie avec maman. Nos vies n'auraient pas pu être plus différentes. Il déglutit avec difficulté, sa voix se brisant. Il m'a tenu responsable de tout. D'avoir eu la vie qu'il pensait mériter. Il disait vouloir tout prendre, ma famille, ma carrière, ma vie. Il voulait m'effacer. Andrea se serra plus fort contre lui, son petit visage enfoui dans sa poitrine. Papa, murmura-t-elle entre ses larmes, j'ai eu tellement peur. Georges embrassa le sommet de sa tête, ses propres larmes roulant sur ses joues. Je suis là maintenant, ma chérie. Je ne te quitterai plus jamais. Alors que la famille se tenait enlacée, le poids de leur épreuve commença à s'alléger. Mais la bataille n'était pas terminée. Le complot de Victor, l'implication de la femme, et l'ampleur de leur plan prendraient du temps à être dévoilés. Pourtant, à cet instant, entouré d'amour et de sécurité, Georges savait une chose avec certitude, il avait une seconde chance, et il ne la gâcherait pas. Dans les jours qui suivirent, alors que les autorités reconstituaient l'étendue des projets de Victor, Georges, Sarah et Andrea entamèrent leur guérison. Leur maison, autrefois empreinte de peur et d'incertitude, devint un sanctuaire de résilience et d'espoir. Et bien que les cicatrices de leur expérience restent gravées, ils affrontèrent l'avenir ensemble, plus forts que jamais. La pièce était chargée d'émotions lorsque la voix de Georges brisa le silence. Il regarda sa fille, Andrea, dont les grands yeux innocents étaient empreints d'un mélange de confusion et d'espoir. « Je savais que ce n'était pas toi, papa, » murmura-t-elle, sa voix tremblante entre peur et soulagement. « Je l'ai dit à maman, ce n'était pas toi. » Le sourire de Georges était faible mais empreint de fierté. Sa main, tremblante, se tendit pour écarter une mèche de cheveux du visage d'Andrea. « Tu es tellement courageuse, ma chérie. Tu m'as sauvée. » Le poids de ses paroles flottait dans l'air tandis qu'il commençait à raconter le cauchemar qu'il avait vécu. « J'ai essayé de m'échapper, mais il avait toujours un coup d'avance, » murmura Georges, sa voix à peine audible. « Il m'a maîtrisé, enfermé et laissé sans nourriture. Je pensais que je ne te reverrais jamais. » Sarah s'agenouilla à côté de lui, sa main serrant fermement la sienne, comme si son toucher pouvait le ramener en sécurité. « Tu es là maintenant ?» dit-elle d'une voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. « Tu es en sécurité. Et nous allons nous assurer que Victor ne nous fera plus jamais de mal. » Georges hocha lentement la tête, bien que l'épuisement soit visible dans son regard. « Nous devons le faire, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Il est dangereux, Sarah. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. » Ce soir-là, alors que Georges s'endormait d'un sommeil agité, Sarah et Andrea restèrent à ses côtés. Andrea posa un dessin qu'elle avait fait plus tôt, une image de leur famille sous un ciel bleu éclatant sur la table de chevet, là où Georges pourrait le voir. « Papa est de retour », chuchota-t-elle, sa voix teintée de soulagement. Sarah entoura sa fille de ses bras, son regard ne quittant pas Georges. Malgré l'épreuve, une lueur d'espoir commençait à naître dans son cœur. Il l'avait retrouvée. Ils étaient à nouveau réunis. Mais en regardant la silhouette frêle de Georges, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir l'ombre menaçante de la présence de Victor. La salle d'audience était empreinte d'une tension palpable, une mer de visages fixant Victor Jenkins, escorté jusqu'au banc des accusés. Son costume impeccable et son expression arrogante contrastaient avec la gravité de ses crimes. L'atmosphère, chargée d'anticipation, fut brisée par le coup retentissant du marteau du juge. L'avocate de Victor, une femme posée et élégante connue pour sa défense de clients controversés, se leva pour prononcer sa déclaration liminaire. « Mesdames et messieurs du jury, nous sommes ici pour examiner les actions d'un homme qui, oui, a commis des erreurs graves. Mais nous devons également considérer le contexte. Victor Jenkins a grandi dans des circonstances qu'aucun enfant ne devrait subir, pauvreté, abus,
négligence. Ses actions n'étaient pas motivées par la malveillance, mais par le désespoir, un besoin profond de récupérer ce qu'il croyait lui avoir été enlevé. Alors que ces mots peignaient Victor comme une victime, la main de Sarah se resserra autour de celle de George. Elle pouvait sentir la manipulation se dérouler, une tentative calculée de détourner l'attention des actes monstrueux de Victor. Le procureur ne tarda pas à répondre. « Cette affaire ne concerne pas le désespoir », commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Elle concerne l'avidité, la manipulation et un plan froidement calculé pour détruire la vie d'un homme et voler tout ce qui lui était cher. » Lorsque George monta à la barre, un silence se fit dans la salle. Bien que ses mains tremblent légèrement, sa voix était résolue tandis qu'il relatait les détails terrifiants de son calvaire. « Victor m'a tendu une embuscade dans ma chambre d'hôtel lors d'un voyage d'affaires, commença George, sa voix chargée d'émotion. Il m'a drogué et emmené dans une cabane isolée. Je me suis réveillé attaché à une chaise sans savoir où j'étais. » Le jury se pencha en avant, leur expression grave alors que George décrivait les tourments psychologiques que Victor lui avait infligés. Il m'a dit qu'il allait prendre ma vie, pas seulement mon identité, mais toute ma vie. Il disait que je ne méritais rien de tout cela, la maison, la carrière, ma famille. Il me rendait responsable de tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Andrea fut la suivante à témoigner. Voir la petite fille grimper sur la chaise des témoins était à la fois déchirant et puissant. Ses jambes balançaient légèrement tandis qu'elle agrippait les accoudoirs, sa voix douce mais inébranlable. « Il ne m'a pas appelé « petit artiste », dit Andrea. « Mon vrai papa m'appelle toujours comme ça. » Et il ne chantait pas la chanson du soir. Il m'appelait « la fille ». Son témoignage arracha des larmes à Sarah. L'innocence dans les paroles d'Andrea mettait en lumière la profondeur de la tromperie de Victor. « J'ai dit à maman parce que je savais qu'elle m'aiderait », conclut Andrea, ses petites épaules se détendant visiblement en retournant à sa place. Lorsque Sarah prit la parole, sa voix était stable, mais ses yeux trahissaient la douleur qu'elle portait. « Il a essayé d'éloigner Andrea de moi, dit-elle d'un ton ferme. Il lui a dit que j'étais contrariée parce que je ne voulais pas que les choses changent. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. » Le procès continua, chaque pièce à conviction et chaque témoignage démantelant le masque soigneusement construit de Victor. Le frère jumeau de George, autrefois une figure obscure du passé, était révélé comme un homme consumé par la jalousie et le ressentiment, prêt à détruire des vies pour apaiser son amertume. Lorsque le verdict final fut rendu, la salle retint son souffle. Victor Jenkins fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Ce soir-là, Sarah et Andrea étaient assises auprès du lit d'hôpital de George, leurs mains entrelacées. Les yeux de George, bien que fatigués, étaient illuminés d'une lumière nouvelle. « Vous êtes en sécurité maintenant », murmura Sarah, sa voix empreinte de détermination. « Nous ne le laisserons plus jamais vous faire de mal. » Andrea reposa son dessin sur la table, ajoutant un petit cœur dans un coin. « Papa est de retour », dit-elle, sa voix remplie d'espoir. Et pour la première fois depuis des semaines, George se permit d'y croire. Leur famille avait été mise à l'épreuve de manière inimaginable, mais ils en étaient sortis plus forts, unis par l'amour et la résilience. Le chemin vers la guérison serait long, mais ensemble, ils feraient face à tout ce qui viendrait. La voix de Sarah tremblait lorsqu'elle prit la parole, la salle d'audience plongée dans une tension palpable. « Ce n'était pas l'homme que j'ai épousé, » dit-elle, ses mots tranchant le silence comme une lame. Il était froid, distant, et calculateur. Le procureur guida Sarah à travers une chronologie des tromperies, chaque révélation dessinant un tableau plus précis des intentions sinistres de Victor. Des reçus pour des achats extravagants, en décalage avec leurs habitudes, jusqu'à une porte de bureau verrouillée contenant des documents falsifiés pour liquider leurs biens, chaque détail exposait son plan méticuleusement orchestré. Il ne cherchait pas seulement à apprendre la vie de George, conclut Sarah, son ton résolu. Il voulait l'effacer. Lorsque Sarah quitta la barre, des murmures parcoururent la salle, jusqu'à ce que le procureur appelle le prochain témoin. La partie civile appelle Helena Carter à la barre, annonça l'avocat. Un silence pesant s'installa lorsqu'Helena entra, ses traits aiguisés illuminés par les lumières crues de la salle d'audience. Son expression était soigneusement maîtrisée, mais ses yeux trahissaient une légère inquiétude. Le procureur ne perdit pas de temps.
Helena Carter, vous avez été identifiée comme un acteur clé dans les crimes de Victor Jenkins. Pouvez-vous expliquer votre implication? Helena se pencha légèrement en avant, sa voix calme mais mesurée. J'ai été manipulée, déclara-t-elle, ses mots semblant répétés. Victor m'a dit qu'il s'agissait de justice, de récupérer ce qui lui revenait de droit. Je ne savais pas jusqu'où il irait. Le procureur haussa un sourcil. Manipulé? Vous dites que vous n'étiez pas au courant que vous participiez à une usurpation d'identité, une fraude et un enlèvement? Le regard d'Helena vacilla en direction de Victor, qui restait immobile, son expression impénétrable. Elle hésita. J'ai suivi les instructions, admit-elle finalement. Il m'a assuré que c'était temporaire, que personne ne serait blessé. Sans perdre une seconde, le procureur présenta les preuves accablantes. Des courriels et des messages textes entre Victor et Helena furent projetés sur les écrans de la salle d'audience, dévoilant la façade qu'elle avait érigée. Dans un courriel, Helena avait écrit « Une fois les biens transférés, nous disparaîtrons pour de bon ». Aucun détail laissé au hasard. Une onde de choc traversa le jury. Le procureur diffusa ensuite un message vocal. La voix d'Helena emplit la pièce, froide et calculatrice. « Ne gâche pas tout, Victor. Nous sommes allés trop loin. Tout dépend de la finalisation du divorce. » Le masque d'Helena se fissura. Ses lèvres se pincèrent, ses mains se crispèrent sur le pupitre. Le procureur insista davantage. « Helena, vous vous êtes personnellement rendue à la cabane où George Jenkins était détenu, n'est-ce pas ?» Helena hésita, sa maîtrise vacillant. « Oui, admit-elle à contre-séhure, mais je ne lui ai pas fait de mal. » Tout ça, c'était Victor. La voix du procureur se durcit. Donc, apporter de la nourriture à un homme que vous saviez ligoter et affamer ne compte pas comme participation? Vous n'avez pas simplement suivi des instructions, Helena. Vous avez aidé Victor à chaque étape. Le regard d'Helena se baissa sur ses genoux, son silence confirmant les arguments de l'accusation. La défense tenta de dépeindre Victor comme un homme poussé par le désespoir plutôt que par la malveillance, rappelant son enfance traumatisante marquée par la pauvreté, les abus et la négligence. Victor Jenkins ne cherchait pas à blesser qui que ce soit, plaida son avocate. C'était un homme consumé par ses propres luttes, cherchant une vie qu'il pensait mériter. Ses actions, bien que mal avisées, venaient d'un endroit de souffrance, non de cupidité. Victor, coaché pour paraître repentant, hocha légèrement la tête, son arrogance habituelle remplacée par une expression soigneusement construite de regret. Mais le procureur avait une dernière carte à jouer. « Votre honneur, dit-il en tenant un petit enregistreur, nous avons des preuves supplémentaires. » Le juge acquiesça. « Procédez. » Le procureur appuya sur le bouton, et la voix de Victor, froide et dénuée de remords, emplit la salle. « Une fois qu'ils seront hors de mon chemin, tout sera à moi. » Le poids de ces mots flotta dans l'air. Les expressions du jury changèrent, toute sympathie résiduelle s'évaporant. Sarah couvrit sa bouche, son estomac se retournant en entendant cette confession glaçante. Andrea s'agrippa au bras de son père, son petit corps tremblant. Le procureur laissa l'enregistrement se terminer avant de parler. Cet enregistrement a été retrouvé dans les affaires personnelles de Victor. Il ne laisse aucun doute sur ses intentions. Victor Jenkins n'était pas motivé par le désespoir, il était motivé par la cupidité et la malveillance. La façade confiante de Victor s'effondra. Sa mâchoire se contracta, ses poings se serrèrent, mais il ne dit rien. Pour la première fois, le poids de ses actes sembla l'écraser. La salle d'audience devint silencieuse alors que le juge se préparait à rendre le verdict. Sarah tenait fermement la main de George, Andrea nichée entre eux, sa tête posée sur l'épaule de son père. De l'autre côté de la pièce, Victor se tenait droit, ajustant son costume comme s'il assistait à une réunion d'affaires. La voix du juge rompit le silence. Concernant l'usurpation d'identité, l'enlèvement, la fraude et la tentative de meurtre, le jury déclare l'accusé, Victor Jenkins, coupable de tous les chefs d'accusation. Des murmures de surprise parcoururent la salle. Un soupir de soulagement échappa à Sarah, ses épaules s'affaissant alors que la tension des derniers mois s'évanouissait enfin. L'expression de Victor se durcit, son masque de confiance disparut.
Tandis qu'il était emmené, ses yeux calculateurs croisèrent brièvement ceux de Sarah. Elle soutint son regard, sa détermination intacte. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Georges était assis avec Andrea, tenant son dessin représentant leur famille réunie. Sarah les rejoignit, enroulant ses bras autour d'eux. « Nous sommes en sécurité maintenant », murmura-t-elle. Andrea sourit, sa petite voix brisant le silence. « Papa est de retour. » Et pour la première fois depuis des mois, l'ombre de la menace de Victor ne planait plus sur eux. Ils étaient à nouveau ensemble, une famille prête à reconstruire leur vie, plus forte que jamais. La salle d'audience était silencieuse, un silence lourd et oppressant. Tous les regards étaient tournés vers la juge, qui prononçait la sentence finale. Étant donné la gravité de ces crimes, déclara-t-elle d'une voix ferme, l'accusé est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. La réaction de Victor fut immédiate et explosive. Il se tourna violemment vers Georges, le visage déformé par la rage, et sa voix éclata. « Tu crois avoir gagné ? Tu crois que m'enfermer change quoi que ce soit ?» Ses yeux brûlaient de fureur alors que les huissiers s'approchaient pour le maîtriser. « Tu seras toujours la raison pour laquelle notre famille a été détruite. Tu ne les mérites pas. Tu ne mérites rien de tout ça. » Georges resta figé, pâle comme un spectre. Les paroles de Victor le transpercèrent, réveillant des souvenirs enfouis de leur passé tumultueux, les disputes entre leurs parents, les nuits de larmes et le moment où il avait choisi de laisser Victor derrière lui. Le poids de la culpabilité qu'il portait depuis toutes ces années semblait plus lourd que jamais. Andrea, sentant la détresse de son père, attrapa sa manche avec sa petite main. « Papa, ça va ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Georges cligna des yeux, s'efforçant de se concentrer sur elle. « Oui, ma chérie, ça va », répondit-il, bien que sa voix trahisse la tempête qui faisait rage en lui. Il jeta un regard vers Sarah, dont la main restait fermement dans la sienne. Son expression était solide, mais ses yeux reflétaient le même malaise qu'il ressentait. Tandis que Victor était escorté hors de la salle, sa colère se transforma en un calme glacial. Il se retourna une dernière fois et fixa Georges, sa voix baissant à un murmure venimeux, « Ce n'est pas fini. » Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Andrea enfouit son visage contre son père, agrippant sa manche comme pour se protéger d'une ombre qu'elle ne pouvait voir. Bien que la voix de Victor ne résonne plus, ses mots semblaient hanter l'air. Le regard de la juge se tourna alors vers une autre accusée. « Helena Carter, veuillez vous lever. » Helena hésita, ses mains tremblant alors qu'elle se levait. Contrairement à la défiance flamboyante de Victor, son attitude mêlait peur et regret. La juge s'adressa à elle d'une voix toujours aussi ferme, « Concernant votre participation à l'usurpation d'identité, la fraude et l'enlèvement, le jury vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. » Des murmures parcoururent l'audience tandis qu'Helena baissait les épaules. Elle regarda brièvement Victor, cherchant une reconnaissance quelconque, mais il refusa de croiser son regard. « Au vu des preuves présentées, » poursuivit la juge, « ce tribunal vous condamne à 20 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. » Le masque d'Helena se fissura. « Je ne savais pas que ça irait si loin, » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Le ton de la juge resta inflexible. « Vos actions ont directement contribué à ces crimes, Madame Carter. L'ignorance n'est pas une excuse. » Alors qu'elle était conduite hors de la salle, Helena jeta un dernier regard vers Georges et Sarah, ses yeux empreints d'un mélange de remords et de désespoir. Sarah sentit son cœur se serrer, partagé entre la pitié et la condamnation envers cette femme qui avait tant contribué à leur cauchemar. La salle d'audience commença à se vider, mais les mots de Victor flottaient toujours comme un nuage sombre. À l'extérieur, les médias se pressaient, leurs caméras éclatant comme des éclairs. Sarah tenait Andrea tout contre elle, tandis que Georges les guidait vers leur voiture, son silence lourd et pesant. Dans la voiture, Andrea rompit la tension. « Maman, est-ce que tonton Victor va encore nous faire du mal ?» Sarah se tourna vers elle, le cœur brisé par la peur dans la voix de sa fille. « Non, ma chérie, » dit-elle doucement. « Il va en prison. Il ne peut plus nous faire de mal. » Andrea hocha la tête, mais son air restait incertain.
Elle regarda Georges, qui fixait la fenêtre, le visage marqué par le trouble. « Papa, murmura-t-elle, pourquoi tonton Victor était si en colère ?» Les épaules de Georges s'affaissèrent alors qu'il se tournait vers elle. « Parce qu'il pense que je lui ai pris quelque chose. » « Mais ce n'est pas vrai, Andrea. Il a fait ses propres choix. »« Mais c'est toujours ton frère, non ?» demanda-t-elle, son front se plissant sous l'incompréhension. Georges hésita, sa gorge se serrant. « Oui, » admit-il, la voix rauque. « C'est toujours mon frère. » Plus tard dans la soirée, le poids de la journée s'abattit sur la famille comme une couverture lourde. Georges était assis dans le salon, fixant un dessin qu'Andrea avait fait, un portrait de famille avec de grands sourires et un ciel ensoleillé. Ses doigts tremblaient alors qu'il suivait les traits de crayon. Sarah entra, portant 2 tasses de thé. Elle en posa une devant Georges et posa une main doucement sur son genou. « Tu penses à ce qu'il a dit ?» murmura-t-elle. Georges hocha la tête, sa voix à peine un souffle. « Il a raison, Sarah. J'aurais dû faire plus pour lui. Peut-être que si je ne l'avais pas laissé avec notre père. » Sarah l'interrompit, sa voix ferme mais pleine de compassion. « Georges, ne fais pas ça. Victor a fait ses choix. Ce qui lui est arrivé n'est pas de ta faute. » « Mais j'ai l'impression que si, » répondit Georges, sa voix brisée. « C'était mon frère, et je l'ai laissé grandir dans ce cauchemar. Je suis partie, et lui, non. » Sarah serra sa main plus fort. « Tu étais un enfant, Georges. Ce n'était pas ta responsabilité de réparer ce que vos parents ont détruit. La colère de Victor ne parle pas de toi, elle parle de lui. Il a laissé cette colère le consumeur, et c'est sur lui, pas sur toi. » Georges ferma les yeux, se laissant aller sous le réconfort de son épouse. « J'ai juste l'impression de l'avoir abandonné. Et maintenant, il a tout gâché pour nous. » « Tu ne l'as pas abandonné, » dit Sarah doucement. « Et tu ne nous as pas abandonnés non plus. Tu es ici, Georges. Tu as tout fait pour revenir vers nous. C'est ça qui compte. » À l'étage, Andrea était assise sur son lit, serrant son lapin en peluche. Son esprit était envahi de questions qu'elle ne savait pas formuler. Victor avait fait des choses terribles, essayé de détruire sa famille, mais il restait son oncle. Cette pensée la laissait avec un vide qu'elle ne comprenait pas. Elle sortit ses crayons et commença un nouveau dessin, une image de sa famille, réunie et souriante. C'était sa façon de s'accrocher à l'espoir, de tenter de réparer ce qui semblait brisé. En bas, Georges et Sarah restaient assis dans un silence apaisant, leurs mains entrelacées. Bien que l'avenir soit incertain, ils savaient qu'ils l'affronteraient ensemble, s'accrochant à l'amour que Victor ne pourrait jamais détruire. L'air était chargé de tension, tandis que le silence lourd de la salle d'audience semblait peser sur chaque personne présente. Les mots de la juge étaient prononcés avec soin, chacun d'eux porteur d'années de douleur, de trahison et de vie brisée. Étant donné la gravité de ces crimes, commença la juge, sa voix ferme mais résolue, l'accusé est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La réaction de Victor fut immédiate. Son corps se tendit, son visage se tordit en un masque grotesque de rage alors qu'il lançait un regard venimeux vers Georges. « Tu crois avoir gagné ?» Sa voix résonna dans la salle, comme une tempête enfermée entre 4 murs. « Tu seras toujours la raison pour laquelle notre famille a été détruite. Tu ne mérites rien de tout ça, rien ni personne. » Les huissiers se précipitèrent, mais Victor se débattit, ses bras s'agitant furieusement alors qu'il tentait de le maîtriser. « Tu m'as tout pris, » hurla-t-il. « Tout. Tu crois qu'en m'enfermant, tu vas tout réparer ? On ne répare pas ce que tu as brisé, Georges. » Georges resta figé, immobile, le visage livide et les yeux écarquillés de stupeur. Ces paroles amères le transpercèrent comme une lame, ramenant à la surface des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis, les disputes de leurs parents, la froide négligence qu'il avait laissée derrière lui, et le poids de la culpabilité qu'il portait, un fardeau qui n'avait jamais été le sien. Les mots de Victor le replongèrent dans cet endroit sombre où la colère et le ressentiment avaient pris racine, là où leur famille s'était déchirée. Mais c'est la petite voix d'Andrea qui brisa ce lourd silence, perçant à travers la tension qui enveloppait chacun. « Papa, ça va ?» Georges cligna des yeux,
revenant au présent alors que l'inquiétude innocente de sa fille le tirait des profondeurs de son tourment. Son visage s'adoucit tandis qu'il se tournait vers elle, esquissant un sourire plus destiné à la rassurer qu'à exprimer ses propres émotions. « Oui, ma chérie, ça va », dit-il, bien que l'absence de conviction dans sa voix trahisse la tempête qui grondait en lui. Alors que Victor était escorté hors de la salle, sa colère se transforma en une froide résolution amère. Il jeta un dernier regard par-dessus son épaule, ses yeux sombres verrouillant ceux de Georges avec une intensité menaçante qui glaça Sarah jusqu'aux os. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, sa voix basse, chargée de venin. Sarah frissonna, attirant Andrea plus près d'elle alors que l'air semblait s'alourdir sous la menace non formulée qui continuait de planer. Andrea enfouit son visage dans le bras de son père, ses petites mains agrippant sa manche tandis que la peur s'emparait d'elle. Lorsque les portes se refermèrent derrière Victor, la juge tourna son attention vers Helena Carter, qui était assise à ses côtés à la table de la défense. La salle retint son souffle alors qu'Helena se levait, ses mains tremblant légèrement. Contrairement à Victor, dont la composition arrogante n'avait jamais fléchi, le visage d'Helena portait les marques indéniables du regret, de la peur et de l'incertitude. « Helena Carter, veuillez vous lever », ordonna la juge. Sa voix était ferme, inflexible. Les jambes d'Helena vacillèrent alors qu'elle se levait, ses épaules s'affaissant sous le poids du verdict imminent. Concernant votre complicité dans l'usurpation d'identité, la fraude et l'enlèvement, poursuivit la juge, le jury déclare l'accusé coupable sur tous les chefs d'accusation. Un murmure parcourut la salle, la gravité de la culpabilité d'Helena s'abattant sur chacun comme un nuage sombre. Lorsque la juge reprit la parole, le visage d'Helena s'effondra, son espoir s'effritant comme du sable entre ses doigts. « Étant donné les preuves présentées et la gravité de votre implication, déclara la juge, ce tribunal vous condamne à 20 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. » Helena jeta un regard vers Victor, ses yeux cherchant un signe de reconnaissance, une forme d'approbation, mais Victor restait fixé sur Georges, la mâchoire serrée sous une rage à peine contenue. Les huissiers s'avancèrent pour escorter Helena hors de la salle, mais pour la première fois, le masque de calme qu'elle avait si longtemps porté se fissura. Lorsque les menottes se refermèrent sur ses poignets, ses lèvres tremblèrent. « Je ne savais pas que ça irait si loin », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La réponse de la juge fut froide, implacable. « Prétendre l'ignorance ne vous absout pas de vos responsabilités. » Alors qu'Helena était conduite hors de la salle, son dernier regard vers Sarah et Georges fut empreint d'un regret fugitif, un regard qui disparut presque aussitôt, avalé par le poids de ses propres actes. La main de Sarah se serra davantage autour de celle de Georges alors qu'elle regardait Helena disparaître derrière les portes de la salle d'audience. Son cœur battait à tout rompre, les échos du passé la hantant toujours, mais désormais, plus que jamais, elle était déterminée à ne pas laisser la peur dicter leur avenir. La salle d'audience commença lentement à se vider, mais les paroles de Victor, acerbes et amères, demeuraient dans l'air comme une malédiction non dite. Dehors, les médias se pressaient, les caméras clignotant et les journalistes lançant des questions. Sarah protégea Andrea de la frénésie, enroulant ses bras autour de sa fille alors qu'elle se dirigeait vers la voiture. Georges marchait silencieusement à leur côté, le poids des dernières heures pesant sur eux tous. Une fois en sécurité à l'intérieur de la voiture, le silence s'étira entre eux jusqu'à ce qu'Andrea le brise, sa voix petite et incertaine. « Maman, est-ce que tonton Victor va encore nous faire du mal ?» Le cœur de Sarah se serra alors qu'elle se tournait vers sa fille, sa voix douce mais ferme. « Non, ma chérie. Il va en prison. Il ne peut plus nous faire de mal. » Andrea hocha lentement la tête, son petit visage toujours marqué par le doute. Ses yeux se tournèrent vers Georges, qui regardait fixement la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Papa, murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle, pourquoi tonton Victor était-il si en colère ?» Les épaules de Georges s'affaissèrent alors qu'il se tournait vers elle, sa voix lourde du poids d'années de douleur non résolue. « Il est en colère parce qu'il pense que je lui ai pris quelque chose, commença-t-il, sa gorge se serrant. « Mais ce n'est pas vrai, Andrea. C'est lui qui a fait ses propres choix. » Le front d'Andrea se plissa de confusion. « Mais c'est toujours ton frère, non ?» Georges hésita, les mots se bloquant dans sa gorge. « Oui,
c'est mon frère, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Mais cela ne veut pas dire que j'étais responsable de ce qui lui est arrivé. Il a choisi son chemin. Plus tard dans la soirée, le poids de la journée s'abattit sur la famille comme une lourde couverture. Georges était assis dans le salon, le regard fixé sur le dessin familial qu'Andrea avait fait, un dessin des trois d'entre eux, se tenant par la main avec de grands sourires sous un ciel ensoleillé. Ses doigts tremblaient alors qu'il traçait les lignes des coups de crayon, une douleur douce amère dans sa poitrine. Sarah entra, portant 2 tasses de thé. Elle en posa une devant Georges, s'asseyant à côté de lui, sa main se posant doucement sur son genou. « Tu penses à ce qu'il a dit, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Georges hocha la tête, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « Il a raison, » dit-il, le poids de la culpabilité pesant sur lui. « J'aurais dû faire plus pour lui. J'aurais dû être là. Peut-être que si je ne l'avais pas laissé avec notre père. » Sarah secoua la tête fermement, l'interrompant. « Georges, ne fais pas ça. Ce n'est pas toi qui as fait ces choix. C'est Victor. Ce qui lui est arrivé, ce n'est pas ta faute. Tu n'étais qu'un enfant. Tu essayais de survivre. Je me sens comme si je l'avais abandonné, dit Georges, sa voix se brisant. Et maintenant, il a tout gâché pour nous. Tu ne l'as pas abandonné, dit Sarah doucement, sa main serrant la sienne. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es là, Georges. Tu as lutté pour revenir vers nous, et c'est ça qui compte. Ce qui est arrivé à Victor, c'était son choix, pas le tien. Georges ferma les yeux, s'appuyant contre la main de Sarah, le poids de ses émotions menaçant de l'envahir. À l'étage, Andrea était assise sur son lit, serrant fort son lapin en peluche. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Victor avait fait des choses terribles, mais c'était toujours son oncle, le frère de son père. Cette pensée lui faisait mal d'une manière qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elle sortit le dessin qu'elle avait fait plus tôt et ajouta une autre silhouette au dessin, Victor, mais à l'écart, les mains vides, l'expression triste. Elle le fixa pendant un long moment avant de le plier et de le glisser sous son oreiller. La nuit fut calme, mais les émotions qui tourbillonnaient au sein de la famille étaient tout sauf cela. Et alors qu'il se couchait ce soir-là, le poids du passé commença lentement à se dissiper, remplacé par un fragile espoir que, peut-être, juste peut-être, il pourrait guérir. Georges, Sarah et Andrea étaient prêts à reconstruire, ensemble. Ils feraient face à ce qui viendrait ensuite, côte à côte, en famille. Ils avaient déjà survécu à la trahison de Victor. Le chemin à venir ne serait pas facile, mais ensemble, ils continueraient à avancer. Le lendemain matin, Georges et Andrea étaient côte à côte dans la cuisine, retournant des pancakes comme ils le faisaient chaque samedi matin. L'odeur de la pâte qui crépitait remplissait la maison, et le rire communicatif d'Andrea résonnait tandis qu'elle arrangeait des myrtilles sur leurs pancakes. « Tu t'améliores, petit artiste », dit Georges avec un sourire, ébouriffant les cheveux d'Andrea. « J'ai eu un bon professeur », répondit Andrea en souriant largement. Depuis l'embrasure de la porte, Sarah les observait, le cœur gonflé de gratitude. Ils avaient traversé tant de choses, mais des moments comme celui-ci, la simplicité tranquille d'un samedi matin, lui rappelaient que la guérison était possible. Plus tard dans l'après-midi, Sarah proposa une sortie en famille au parc. Le parc avait été leur sanctuaire pendant la captivité de Georges, et maintenant, il semblait être l'endroit parfait pour marquer un nouveau chapitre de leur vie. Alors qu'Andrea courait devant, son rire résonnant dans le parc, Georges sourit, courant après elle et lui donnant une poussée douce sur les balançoires. Sarah était assise près d'eux, tenant une thermos de café, un sourire doux sur les lèvres. « Elle est tellement résiliente, » dit Georges, sa voix pleine d'admiration. « Elle tient ça de toi, » répondit Sarah, reposant sa tête sur son épaule. « Non, » secoua la tête Georges. « Elle tient ça de nous. De toi surtout. Tu as tout tenu. Je ne sais pas comment tu as fait. » Sarah se tourna vers lui, ses yeux doux mais sérieux. « On l'a fait ensemble, Georges. Et on continuera à le faire ensemble. » Alors qu'ils s'installaient dans la chaleur du soleil d'automne, les ombres du passé s'effaçaient lentement. Ils avaient lutté pour leur famille, et maintenant, ensemble, ils étaient prêts à récupérer la vie qu'ils avaient tant voulu reconstruire. Leur voyage était loin d'être terminé,
mais pour la première fois depuis longtemps, ils le parcouraient ensemble, plus fort que jamais. Et alors qu'ils quittaient le parc, main dans la main, avec le poids de leur passé enfin levé, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite ensemble.